Le cinéma, c'est le rêve, l'extraordinaire, le fantastique, mais aussi le reflet de la réalité. Derrière l'histoire, derrière le son et encore les images, il y a ceux-là qui créent et qui font naître les projets. Aujourd'hui, je vous embarque, mesdames et messieurs, dans le monde des producteurs. Qui sont-ils? Que font-ils? On va tous le découvrir tout à l'heure. Bienvenue dans cette deuxième édition de Nissa le Mag, votre émission qui vous permet bien sûr de tout savoir sur la Nissa, mais aussi sur l'audiovisuel et le cinéma ivoirien. Et bien pour parler de ce noble métier, trois éminentes personnalités de ce secteur sont avec moi sur ce plateau. Le premier, il est acteur, réalisateur, producteur, mais aussi en ce moment en tête d'affiche sur la dernière création originale de Canal+, Or Blanc. Guy Kalou est avec nous. Bienvenue. Merci. La deuxième est une femme. Quand je dis Cacao ou encore l'histoire d'une vie, on pense tout de suite à Yolande Bogi, elle aussi présidente de l'AFK. Bienvenue Yolande. Merci. La troisième édition de la Nissa a vu son sacre avec son film Djagassa. Il est réalisateur, producteur, mais aussi directeur d'exploitation de l'audiovisuel à Live TV. Yassine Ounsou est avec nous. Comment allez-vous? Super bien. Le décor est bien planté. Nous sommes avec ces trois personnalités. Nous allons faire un tour de table naturellement. La première question, c'est qu'est-ce qu'un producteur de cinéma? Mais d'abord, les femmes. Merci. Moi, je pense qu'un producteur, c'est celui qui transforme une idée jusqu'à ce qu'elle soit un projet viable et rentable. C'est comme ça que je vois ça. C'est le rôle d'un producteur pour moi. D'accord. Monsieur Guy? Oui, peut-être pour aller plus loin, c'est que le producteur est un peu en charge de chercher aussi les financements. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on se lève et on s'autoproclame producteur? Ou alors, on suit une formation, on suit des cours pour être producteur? Comment on le devient? C'est un métier. Tout métier a besoin d'une formation. D'accord. Voilà, elle peut être académique, comme elle peut se faire sur la base d'une expérience qu'on acquiert au fur et à mesure sur le terrain, mais ça a nécessairement besoin d'une formation. Il faut connaître les codes. Tout métier a un code, et si vous n'avez pas les codes pour être producteur, vous ne pouvez pas l'être. Est-ce que, monsieur Yassine, vous pouvez nous donner quelques expériences sur ce métier-là? Alors déjà, je suis honoré de parler de production devant mes aînés, mais il faut vraiment dire que je porte beaucoup plus la casquette de réalisateur que de producteur, même si je fais les deux. Mais Madame Yolande Bogi, Guy Kalou, ils ont de l'expérience dans le métier. Mais ce que je voulais ajouter, le producteur a l'obligation de connaître tous les corps de métier, parce que c'est lui qui a la charge même du recrutement, même des techniciens à la base en fait. Quand il doit faire appel à un réalisateur, il faut qu'il soit sûr que ce réalisateur a des aptitudes, qu'il est bon, qu'il peut aller dans sa vision. Il va manager des équipes, c'est quelqu'un qui a une bonne base en matière de gestion des ressources humaines, qui va pouvoir parler avec les gens au quotidien, et c'est pas aisé. Parce que quand le financement se fait rare, tu es obligé, en plus de ta casquette de réalisateur, de te tourner vers d'autres guichets. Et les guichets, ce n'est pas seulement des institutions, des structures, ce sont souvent des personnes physiques, ce sont des boîtes dont tu es obligé de manager, trouver les ressources nécessaires pour mener à bien ton projet. Donc oui, on sort de la casquette de réalisateur pour aller vers les producteurs, vers des mécènes, pour rechercher le financement pour amener à bien ces projets. Parce qu'on ne peut pas seulement attendre l'État ou attendre des guichets qui s'ouvrent 2 fois par an, alors que ton projet il répond à un objectif bien précis. Ça peut être pour un festival, ça peut être pour un événement, une occasion. Donc on est obligé de mettre la main à la pâte. Donc c'est vraiment le big boss, qu'on le veuille ou non. C'est un métier très complexe. Moi, Ça demande beaucoup de réflexion. Oui. On peut pas être, n'importe qui ne peut pas être manager ou producteur. Parce que le producteur, c'est quelqu'un, je peux dire, qui doit être super intelligent. C'est ici en Afrique, on se dit, on a un peu d'argent, on se lève, on dit, je suis producteur. Tout le monde ne peut pas être producteur. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent producteurs, mais qui ne savent même pas monter un dossier normal. Donc, ça, on est tous dans ce milieu. On se dit, c'est un cinéma embryonnaire et tout, mais n'est pas producteur qui veut en fait. Très bien. Monsieur Yassine, alors, est-ce que, déjà, de ce que vous avez dit, j'ai compris qu'il y a beaucoup de difficultés à être un producteur. Enfin, il y en a des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous les étaler? C'est un tour de table, bien naturellement.
Alors, la difficulté majeure, c'est bien entendu la recherche de financement. Les financements se font de plus en plus rares et nous n'avons pas encore d'industrie et c'est très difficile d'avoir accès au financement. Et même quand ces guichets sont ouverts, les conditions aussi ne sont pas accessibles à tous en fait. Un film doit avoir plusieurs vies. Au-delà même des salles, il doit pouvoir voir. Il y a une chaîne il y a une chaîne dans laquelle le film doit pouvoir évoluer. Et quand cette chaîne-là est restreinte au passage en quelques semaines dans une salle, alors que des centaines de millions ont été engagés par des partenaires depuis des années, et c'est juste réducteur. Donc le problème majeur, oui, c'est le manque de financement et puis le manque de cycle de distribution fiable. Le reste, pour moi, c'est un peu... parce qu'il y a d'autres difficultés encore que je vais laisser les aînés expliquer. Vous voyez, c'est comme une start-up. Si elle va avec un projet devant une banque ou une structure de financement, elle doit prouver à cette structure de financement la viabilité de son projet. Ouais. Et qui parle de viabilité inclut la rentabilité. Alors la viabilité permet normalement à celui qui finance d'avoir une clarté dans le cheminement du projet jusqu'à ce que ça aboutisse à un résultat. Mais ici, aujourd'hui, il est difficile, effectivement, comme Yacine dit, de se réduire à des chiffres que vous donnent 6 salles ou 3 salles pour convaincre un mécène ou même, je veux dire, un potentiel financier de ce que votre projet a une viabilité qui fait qu'il peut mettre de l'argent. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est l'une des difficultés fondamentales du producteur parce que même si vous allez avec le plus beau projet, et nous, ça, c'est des choses qu'on a vécues, vous expliquez, vous montrez la viabilité du projet, il est monté, mais à la fin, le financier, il dit « je gagne quoi ?» Et quand il vous dit « je gagne quoi ?» il faut avoir la possibilité de lui expliquer, de montrer que, écoutez, quand il va être produit, il va passer là, il va passer ici, il va passer là, il va rapporter ça et il va le rapporter sur une certaine période. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir le démontrer dans le circuit de distribution qu'on a. Madame Yolande? Mais je vais aller dans le même sens que Guy. Aujourd'hui, le cinéma africain ou ivoirien peut-être en particulier souffre de beaucoup de choses. On est producteur, on a un projet. D'abord, on n'a pas de cadre pour bien exprimer ce qu'on veut faire. Le projet, il y a beaucoup de limites dans la formation même. Beaucoup ne savent pas comment monter d'abord un dossier pour le présenter aux petits guichets qui sont déjà existants. Ça, c'est un des problèmes. On le néglige, mais c'est un problème important. Et Guy l'a dit. Qu'est-ce que je mets dans ce dossier? Pour que quelqu'un prenne ses sous, il me dise, on y va. Pour accompagner le projet, oui. Voilà. Je n'ai pas de clé pour pouvoir définir un plan structuré de vente. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, il peut se dire, mon film coûte tant. Il n'y a pas de prix uniformisé pour qu'on se dise, quand on vend un 26, il coûte tant. Donc si je vends un 26, 6 ou 7, je gagne tant. Chacun se réveille, il fait son dossier comme il veut. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a un problème d'organisation du secteur. D'accord. De deux, on n'est pas reconnu au niveau des banques. Quoi qu'on dise, on nous dit partout qu'il faut gagner, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur et tout. Mais il y a combien de personnes, quand tu parles de cinéma, qui ne te regardent pas, comme se dit, d'abord ils vont te dire, c'est un secteur qu'on ne connaît pas. Comme si c'est un secteur qui fait peur au biche. Pourquoi vous ne connaissez pas? Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre? Au Nigeria, ça existe. Ça fait exploser. Aux États-Unis, on dit partout. Si aujourd'hui tout le monde rêve d'aller à Oulu, c'est parce qu'il y a le cinéma. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait pour que le producteur puisse dire, voilà, je peux me vendre à tel niveau, voilà le dossier que je porte. On n'a pas tous, rien à organiser en fait. Moi, j'insiste là-dessus. Parce que même si on a l'envie de travailler, de montrer ce qu'on sait faire, mais sur le terrain, les choses sont telles que l'Ivoirien lambda ou bien même le bailleur lambda ne sait même pas de quoi tu parles. Il faut un accompagnement au niveau de l'État. Il faut que l'État s'implique. Et ça m'emmène à lancer peut-être un appel. Le jour où nous arriverons à ce niveau-là, à mettre des films en ligne, que les Ivoiriens aussi nous aident. C'est pour cela que je vous rejoins. Quand on parle de l'État, on ne dit pas que l'État doit tout faire. Non, pas du tout. D'accord. On dit juste qu'il faut aussi créer un peu le cadre. Il faut motiver. Qui va aider les cinéastes à être un peu plus présents dans le quotidien des Ivoiriens. Et que ces Ivoiriens-là se disent, c'est tellement bien d'accompagner notre cinéma qu'il y a un patriotisme culturel qui se développe et qu'on se dise, je consomme les films ivoiriens. Mais tout ça, ça a besoin quand même d'un petit coup de pouce
qui permet de pouvoir... Donc, on n'attend pas que de l'État, ça il faut le dire. On attend aussi que tout ça se mette en place. Mais la première entité qui décide que toute cette organisation soit effective en termes d'application, parce que des lois existent aujourd'hui, mais il reste à les appliquer véritablement. Donc, quand tout ça se sera mis en place et appliqué, je pense que ça pourrait aider. C'est l'État et les populations qui doivent faire en sorte qu'on puisse exister, en fait. Très bien. Monsieur Hyacinthe, vous êtes Nissa d'or. Aujourd'hui, est-ce que être Nissa d'or ouvre des portes? Est-ce que ça donne des chances? Naturellement, parce que au-delà de la visibilité, la presse, tu arrives à des guichets où tout de suite, on ne sait pas quel mécanisme qui a été mis en place, mais tout de suite, on te reconnaît en tant que tel. Et on s'est dit, s'il faut, il faut regarder ton dossier 2 fois, on ne regarde qu'une fois. On se dit qu'il y a du mérite derrière et ça, franchement, voilà quoi, c'est l'un des avantages les plus précieux. Tu reçois une distinction et là, tu as plus d'opportunités parce que c'est une chose d'aller chercher ces opportunités, mais quand elles viennent à toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui est naturellement, oui. Exactement. Alors, Madame Yolande, est-ce que être une femme dans ce secteur-là donne des chances? Est-ce que ça facilite autant? Bon, je ne disais pas vraiment parce que c'est le travail d'abord. Que ce soit on soit un homme ou une femme, c'est le travail qui fait qu'on s'impose. Maintenant, être peut-être une femme, qu'est-ce qui facilite les choses? Nous, les femmes, je le dirais, peut-être tout le monde ne peut pas être d'accord, mais après avoir remarqué certaines choses, nous sommes beaucoup endurantes. Et ce métier a besoin d'endurance. Ce métier est difficile. Et cela veut dire que les hommes sont endurants? Si, mais on a remarqué ces dernières années que les productions les plus difficiles, il y a eu beaucoup de productions difficiles, ce sont les femmes qui ont porté. Et depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont devant beaucoup de projets. Pas que les hommes ne le font pas, mais les femmes se sont réveillées et elles ont été plus résilientes. Moi je l'ai remarqué. C'est mon opinion. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a eu un réveil au niveau des femmes productrices, depuis Akissi, toutes ces femmes-là, jusqu'à notre génération aujourd'hui. Mais ce n'est pas que c'est parce qu'on a eu des faveurs, non. Je pense qu'elles ont juste pris conscience qu'elles devaient beaucoup bosser, travailler encore plus pour pouvoir avoir une place dans ce métier-là. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on cherche un financement pour une production? Comment vous faites? Perso, il y a des guichets qui sont... Il y a des guichets qui sont connus. On a le Clap ACP tout près de nous ici, grâce au FONSIC. Ça marche super bien. Je crois que ça fait 2 ans, ça y est, là, ça évolue. C'est vrai que le nombre de personnes financées dans l'année est vraiment court, est petit. On espère que ça va s'augmenter. Et puis, en dehors, on a le Faux Pika au Sénégal tout près. Il y a des guichets qui sont là. Comme je dis, les conditions ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et c'est ce qui est dommage. Voilà. Et au-delà de ça, même avec les guichets, les montants sont relativement faibles en fait. Il y a aussi les chaînes aussi qui financent. Live TV le fait très bien. On a la ATI que je connais tout près ici qui le fait. Mais comme on le dit, c'est pas assez. Alors, j'aimerais dire, effectivement, quand vous repartez 10-15 ans en arrière, il y a aujourd'hui des guichets qui existent qui n'existaient pas avant. Oui. Le Clap ACP est un merveilleux guichet dont la Côte d'Ivoire bénéficie parce que après ça aurait pu être logé dans d'autres pays ACP, mais la Côte d'Ivoire a été élue pour loger ce fonds, même s'il est vrai qu'à la réalité, c'est ce que peut-être souvent aussi on ne le dit pas, c'est que la Côte d'Ivoire apporte une bonne partie de ce financement. Après, ça crée un gap. Ça crée un gap au niveau du financement local parce que le FONSIC devrait être affecté à la promotion de la production locale et le fonds Clap ACP à la promotion de la production internationale, mais qui inclut effectivement des partenariats entre des producteurs ivoiriens et d'autres pays ACP. Sauf que le fonds Clap ACP fonctionne tellement bien qu'on a le sentiment que ça a mis en veilleuse le FONSIC. Moi, je veux profiter de votre émission pour lancer un appel pour que, effectivement, au niveau du ministère de la Culture et du ministère du Budget et tout, qu'on essaie de doter le FONSIC de quelque chose d'un peu plus fort pour que ce soit, si vous voulez, cette case-là où on s'entraîne à être bon pour aller vers des guichets beaucoup plus internationaux. Vous savez, si vous n'avez pas de guichet au niveau national pour pouvoir présenter vos premiers, vos deuxièmes projets, ce n'est pas toujours évident que vous allez tout de suite être éligible à des guichets internationaux qui demandent parfois qui imposent parfois des critères beaucoup plus rudes. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose. Côté financement, je pense aussi que ça ne peut pas suffire
même si on devait multiplier ces guichets par 10, moi je prends toujours l'exemple sur le Nigeria. S'il y a eu une explosion de contenu cinématographique au Nigeria, c'est parce qu'il y a eu un investissement, mais je dis presque permanent, du mécénat. Et je prie Dieu que l'État puisse nous aider dans ce sens à créer ce partenariat entre les entreprises privées et nous pour que nous puissions effectivement produire beaucoup. Mais en même temps aussi, il faut souligner que depuis la venue de Françoise Rimac, la ministre de la Culture, il faut saluer certaines actions qui sont menées quand même. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de consultations de façon continue qui sont menées. Des producteurs sont reçus. Nous-mêmes, nous avons récemment été envoyés à Cannes pour essayer de prospecter le... Et c'est ce qui est bien, c'est d'écouter la voix des producteurs, de savoir des suggestions comme Guy est en train de le faire. Ce sont des suggestions hyper importantes et qui sont pertinentes. Et je pense qu'il y a un cadre au sein du ministère de la Culture qui essaie de... Mais il ne faudrait juste pas que ces consultations restent dans les tiroirs. En fait, il faut agir. Mais sachant que c'est une âme d'action, j'ai bonne foi que tout cela, ça ne tombera pas dans les oreilles dessous. Très bien. Alors, moi, je vais peut-être aussi ajouter quelque chose. Ils ont déjà tout dit, hein, les guichets sont là, on a des nouveaux guichets qui nous permettent quand même de rêver. On s'est dit, quand tu as un projet, tu peux aller au local, comme tu peux aller à ACP, FONSIC et tout ça. Mais en même temps, c'est pas un procès contre l'État, mais on se dit que pour que les mentalités changent, il y a une action forte qui doit être menée. Si aujourd'hui on parle de Nollywood, les Nigériens ont commencé à consommer les productions. Ici, la porte est ouverte à toutes sortes de productions internationales, ce qui étouffe les productions locales. Si l'État met en place des mécanismes pour dire le niveau des productions locales doit être à ce niveau, on fait rentrer peu de productions internationales, ça va amener les populations à regarder plus les films de chez nous et ça va créer l'engouement. Si le modèle du Sénégal a marché, comme il est dit, c'est parce que les gens ont su que les Sénégalais s'intéressaient aux films qui sont faits en Wolof et ça a créé l'engouement. C'est la même chose sur Nollywood. Nollywood, ils ont traduit, mais au début, c'était les langues, ils aimaient les histoires. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous, on fait nos films avec nos histoires ici et qu'il n'y a pas trop de films étrangers qui viennent nous étouffer, la population est obligée de regarder nos films, vont commencer à aimer, ça va créer un marché local. Il n'y a pas de marché local. Tu fais un film, on est tous à l'international, on a fait, pour l'international, tu as fait combien de films? Tu en as fait 2, 3, et puis tu as... Alors qu'un producteur, il a un projet international et puis des petits projets locaux qui font qu'il peut tenir. Il n'y a pas ce truc-là. Ce projet local qui va te permettre de tenir, il n'y en a pas assez. Il faut ouvrir le marché. Il faut aider à créer un marché local. C'est très important. On peut concentrer vraiment une bonne bourse dans ces productions qui sont capables de faire de grandes choses. Oui. Mais on est toujours épaté par tout ce qui vient de l'extérieur et c'est juste dommage. Vous savez, si on ne s'aime pas, on ne nous aimera pas. C'est sûr. Si nous-mêmes, on ne commence pas par aimer nos propres productions, au point de nous dire, ok, c'est des navets, vous voyez un micro dedans, la lumière est mal faite, mais c'est nos productions. C'est ça. Consommer, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on ne nous aide pas, on ne va pas évoluer. C'est nous qui nous désavouons dans un premier temps, à mon avis. Alors, c'est très bien hein, ce que vous dites. Je ne vais pas à l'encontre de ce que vous dites, hein, mais je pense qu'à l'époque, autant de Gowou ou de ma famille... Ils sont toujours là. Oui, qui sont toujours là. Donc, je vais parler des films qu'ils ont faits. Les Ivoiriens étaient quand même friands de ces films-là. Ça marchait très bien, quand même. Enfin, moi, je pense que ça marchait très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, aujourd'hui, on est friands des films d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas une cassure quelque part? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de relève après ces personnes-là qu'aujourd'hui les Ivoiriens se sont téléportés, on va dire, à l'extérieur? Est-ce que ce n'est pas de votre faute aussi quelque part? Il faut relativiser. D'accord. Il faut relativiser parce que moi, quand on parle de marcher bien, oui. C'est est-ce que ça marche en termes de popularité ou est-ce que ça marche en termes de rendement? D'accord. Ma famille, pour moi, c'était... à la limite, j'ai envie de dire, le coup de départ pour la production des séries. Ça a donné quelque chose de merveilleux. Mais en toute honnêteté, quand je regarde aujourd'hui comment ma maman Delta peine à pouvoir rassembler des fonds pour la suite de sa série, il faut dire que structurellement, il y a eu des difficultés. Il faut dire que le film a été plus vu que ça n'a rapporté. Ça pose toujours le problème de l'organisation au niveau de notre secteur qui fait qu'un projet qui est populaire devrait autant être rentable. Donc ça pose un problème. Je finis, Yolande, très rapidement. Vous savez, pour moi, une série qui cartonne à la télé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir, ne démontre pas de la bonne santé d'une industrie cinématographique.
Ça n'engage que moi. Pour moi, ce qui devrait démontrer de la bonne santé, c'est qu'on a des salles de cinéma qui sont bourrées à craquer. Quand les Américains parlent de box-office, ils ne parlent pas de box-office parce qu'il y a eu des millions de vues à la télé. Ils parlent de box-office parce qu'il y a Equalizer sorti et que ça a rapporté 500 millions de dollars. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on revoie notre mentalité même de la consommation cinématographique pour que ça puisse être... Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. On nous applaudit, mais notre vie là, c'est loin d'être un rêve. Je rebondissais pour dire rapidement, Madame Yolande, s'il vous plaît. Je suis tellement bien placée puisque ma famille, j'étais aux commandes. Les Ivoiriens regardent, mais ils n'achètent pas. Les Ivoiriens sont curieux, ils fouillent. Oh, ma famille, ils sont contents de voir Gourou. Mais il y a combien qui achètent un DVD? Ils sont prêts à pirater. Et ça a été le cri de cœur de Delta pendant des années. On a du succès, mais combien de personnes achètent? Même là, bon, je ne vais pas créer de polémique, mais nos chaînes même préfèrent dire donne-nous gratuitement que de payer la production de quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc, je pense que c'est au niveau de Au passage, Delta a payé pour diffuser. Hein. Ah oui. Donc, c'est au niveau de nos mentalités. On crie que oui, c'est bien beau. Nous, on a fait cacao ici, oui, c'est bien beau. Mais il y a combien de personnes qui sont prêtes aujourd'hui à acheter un DVD si on le met sur le marché? Ils vont acheter un seul, ils vont aller dupliquer 1000. Et ça va tuer la production. Donc, il faut qu'on change nos mentalités. On va se détendre, c'est un milieu passionnant, il y a beaucoup à dire, c'est sûr, on ne pourra pas tout dire ici aujourd'hui, mais je pense que l'État a entendu, les Ivoiriens ont entendu le cri de cœur, vous devez consommer ivoirien et surtout l'État doit faire le nécessaire ou le strict minimum pour aider les producteurs. On va passer aux anecdotes, j'aime bien cette partie parce qu'on en apprend davantage. Est-ce que vous avez des anecdotes dans ce secteur à partager avec nous? Monsieur Guy. Peut-être pas commencer par moi. Parce que si je dis Monsieur Hyacinthe, il va dire mes aînés sont là. Donc je ne sais pas, est-ce que je dis Monsieur Hyacinthe? Monsieur Hyacinthe? Ah ben ça, alors je me jette. Récemment, j'étais au Festival de Cannes. Alors il y avait des B2B organisés par le ministère et j'ai rencontré un producteur et je pitch avec un ami, Adama, qui a réussi à me dégoter le contact. Je pitch et le producteur me demande, il aime l'idée en fait. Et puis il dit, ah, c'est quoi le budget, c'est combien tu recherches dans ton plan de financement, tout ça. J'ai dit, le budget c'est 400 000 euros, quoi, ce qui équivaut à près de 250 à 300 millions là-bas. D'accord, ça ne l'intéresse pas? Non, il dit pardon, il dit pardon, c'est ce que tu recherches ou c'est le budget du film? Il dit, bon, c'est ce que je recherche. Ah, parce que là-bas, vous n'êtes pas rendu compte que vous étiez au Festival de Cannes. Oui, en fait, Cannes, c'est bon, au-delà même des contacts, il est bien de se rendre compte que franchement, on bosse dans un milieu où on est complètement, j'ai envie de dire, on a des réalités vraiment, vraiment différentes. Pas seulement pas pour les Français, non, pour toutes les communautés du cinéma qui s'y retrouvent. Madame Yolande, une anecdote, une bonne et qui fait rire ou... Ben, qu'est-ce que je vais dire? Peut-être parler de nos productions sur place ici. Comment entre nous ici, on comment ça se passe? Si t'en as pas, Comment ça se passe d'ailleurs avec les acteurs? Non, mais moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe d'ailleurs avec les acteurs. Est-ce que les acteurs là? Non, pas du tout. Est-ce que ce sont des stars pendant la production? Comment ça se passe généralement? Oui, il y a des acteurs ici qui disent qu'ils sont devenus tellement stars que tu les appelles. Hein. Peut-être ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas tourné. Guy va me taper, mais je me fous. Non, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas tourné. Ils arrivent sur ton plateau. Là, c'est les flèches là. Hein? Ils vont se dire que c'est maintenant, ils veulent manger ceci. Ils ne boivent pas ça. Ah bon? Ils ont besoin de ceci. Toi-même, tu regardes la personne qui est dépassée, tu dis, ben, c'est pas la personne hier. Monsieur Guy fait ça. J'ai trouvé. Non, c'est pas moi. Guy, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas encore vu faire ça. Voici mon producteur. Donc, on se demande, on est étonné. On est étonné de dire, mais attends, est-ce que la personne qui est en train de faire ces caprices-là est consciente du milieu dans lequel nous sommes? Ou on n'a même pas le budget pour demain, on est en train de se débrouiller? Donc, il faut souvent descendre aussi. Il faut que nos acteurs comprennent que le cinéma ivoirien est embryonnaire. Arrêtons nos caprices. C'est pour ça que vous devez chercher. Vraiment, Guy ne fait pas partie des cinémas. C'est une réalité. Il y a une flèche. T'as remarqué qu'il y avait une flèche? Oui, bien sûr. Il y avait une flèche. J'ai vu une flèche. Ça va partir en vitesse. Comme l'acteur, c'est mon chéri. Guy, si Guy a cette carrière, pour moi, Guy, vraiment, c'est
je veux pas que des frustrations, mais il fait partie des top acteurs du Côte d'Ivoire, peut-être même de la sous-région. Et ce qui fait sa force, pour moi, je pense que c'est de son humilité. Oui. Tu ne vas pas se demander, exiger plus que ce qu'il en faut pour une prod. Il est vraiment là-dedans. Et en plus de faire son travail, moi, pour la petite histoire, j'ai tourné avec lui récemment sur Bomblin. Mais il était même, comme on dit, même balanceur. Je peux envoyer la pommade, parce que là, il passe la pommade. Quand c'est bon, il faut le dire. Il ne peut pas le faire. Il faut le dire. C'est vrai qu'il y a, il y a des têtes, on va dire, en grippe brûlée, mais Guy, c'est ce qui le caractérise, surtout en moment, j'ai travaillé avec lui, et ça se passe début jusqu'à la fin, ça a été l'une des plus belles aventures que expérience humaine que j'ai partagée sur un plateau. Wow. Et au passage, merci pour l'aide que tu es. Oh, c'est mignon, merci. Merci le plateau de la Nissa. C'est ici qu'on voit tout ça. Alors, comme anecdote, j'arrive devant Saint-Jean, l'église catholique, je gare mon véhicule devant la librairie pour ne pas faire de publicité. Donc, dès que je gare le véhicule, les coxers, ils viennent. Oh, le big, ça c'est la star. Je sors 500 francs. Il dit quoi? Ils y croient pas, ils disent c'est pas possible. Non, il ne faut pas faire ça. Et il me dit clairement, vu peut on te voir à la télé. En fait, c'est vraiment. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais si je te dis, arrête pour toi. Mais il le croit vraiment. En fait, pour lui, c'est inadmissible que quelqu'un qui est à la télé puisse lui donner 500 francs. Pour lui, c'est inadmissible. Ça, c'est déjà la première anecdote pour dire comment est-ce que... Et je profite de ce plateau, que les gens sachent que ce boulot qu'on fait là, il y a ce qu'on voit. Il y a ce qu'on vit. Il y a la réalité. Première chose. Deuxième chose, mais là, c'est la chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, mais ça ne me décourage pas. Vous savez, on parlait tout à l'heure de Barodi qui a fait le truc en Wolof. Oui. Moi, je double le film Kamisa en BT. Oui. Je pars faire la projection dans une commune. Je préfère taire le nom de la commune. Déjà, quand je vais en réunion avec les chefs coutumiers, je paye les bouteilles de liqueur et tout, ce qui est traditionnellement normal. Mais on fait venir les communautés gratuitement pour voir le film dans leur ethnie. Parce que nous, on estime quand même que non seulement nous promouvons l'ethnie, mais également nous les emmenons à découvrir quelque chose qu'ils n'auraient pas découvert si nous n'avions pas doublé ce film dans leur ethnie. Mais ils finissent de regarder le film et ils me demandent le transport avant de rentrer à la maison. Waouh. Est-ce que pour vous, ça nous fait comprendre en fait comment est-ce qu'on ne donne pas de la valeur au cinéma? Au cinéma, oui. Parce que logiquement, quand vous n'avez pas encore vu un film en BT ou en gros que vous entendez, pour moi, vous devez même courir pour dire mais qu'est-ce que ça donne? Je suis totalement d'accord. Je finirai cette anecdote en prenant un exemple. Alors, c'est pour fouetter un peu les Ivoiriens dans leur orgueil. Quand nous, on a commencé à montrer les doublages de Kamisa dans les ethnies ivoiriennes, des Burkinabés nous ont passé la commande de Kamisa en moré. Et eux, ils ont demandé à payer le doublage parce qu'ils veulent ce film en moré. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça fait. En fait, le cinéma aussi a un problème. C'est que nous avons un gros problème avec l'amour sur notre culture. Il faut que nos populations revoient ça pour que ça donne un peu de force à notre cinéma. Au métier. Ce sont les deux anecdotes que je voulais... C'est parfait. En tout cas, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est pratiquement la fin de cette émission. Mais on ne peut pas partir sans parler de la Nissa. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez sur la Nissa? Bon, je vais me jeter à l'eau. Je l'ai dit, en 2019, je pense que la première édition de la Nissa, c'était en 2019. C'est ça. Bonne mémoire. J'ai eu l'honneur et la chance d'être parmi les primés. D'abord parmi les nominés et les primés. Je pense que j'avais eu le prix du meilleur acteur catégorie série télé. Et je l'ai dit quand j'étais au micro. J'ai dit à Patricia Kalou, la grande sœur, je dis en fait, moi je reste convaincu d'une chose, c'est que Dieu ne confie pas à une créature quelque chose sans qu'il sache pourquoi il le lui a confié. Il y a beaucoup de têtes pensantes au cinéma en Côte d'Ivoire. Il aurait pu mettre la Nissa dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, quand je regarde l'évolution de la Nissa, je dis, quand on parle en ayant foi en Dieu, on peut être convaincu de ce qu'on dit. Parce que quand je regarde la Nissa qui est partie de l'espace Latry I-20 au palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire, en fait, il n'y a pas meilleur festival en Côte d'Ivoire aujourd'hui que la Nissa. Et je prie Dieu que les Ivoiriens s'approprient pour que autant le Burkina est aujourd'hui fier d'avoir le FESPACO, que la Côte d'Ivoire soit fière d'avoir la Nissa. Très bien, ça c'est un joli message. C'est un moment de retrouvailles, de ressourcement culturel.
qui devrait fouetter chaque Ivoirien dans son orgueil, même au-delà de nos villes, mais jusque dans nos villages. Donc je prie Dieu que les Ivoiriens, mais vraiment, s'accaparent ce projet pour imposer aux décideurs de faire ce projet, un projet d'utilité publique et qu'on puisse lui donner un budget annuellement, aligné au gouvernement. Il le faut. Merci. Tout est dit. Hein. Mais moi, peut-être ce que je peux dire, la NISA, c'est un rêve. Tout est dit, mais c'est un rêve que je pense que la commissaire générale sait. On avait cette idée au début. Avec la CEPACI, on en rêvait. Et elle a saisi les choses, elle a matérialisé. Comme Guy l'a dit, la première nuit, moi j'y étais, j'étais heureuse d'être là. On s'est vraiment habillés. C'était notre canne, quoi. Ouais. On s'est habillés, ouais, on s'est préparé avec émotion, il fallait être là. Et c'est un rêve qu'on vit tout le temps, quoi. Moi, quand je veux parler de la NISA, j'ai encore un peu d'émotion. Oui, tout à l'heure, on en parlait. Oui, j'ai beaucoup d'émotion parce qu'on s'est dit, on travaille toute l'année. C'est la fête de la production. C'est là où, au moins, on reconnaît ce que tu sais faire. Même si tu n'as pas été vainqueur, mais le fait d'être paré et de dire, je m'en vais à la NISA, ça veut dire que tu es fier d'être producteur, tu es fier d'être auteur. Et ça, Dieu est dedans. Très bien. Pardon, Annie, très rapidement. C'est important pour moi de le dire, Yacine, si je fais très rapidement. J'ai été nominé 2 fois sur les 3 éditions de la NISA et j'ai été primé 1 fois. En fait, je suis heureux parce que, voilà. Mais j'aimerais rapidement dire qu'en 2019, pour vous dire à quel point il est très important pour moi que ce concours-là, ce festival existe en Côte d'Ivoire. La même nuit où il y avait la NISA à la Tri-Event, mon épouse m'annonçait que j'avais eu un prix au Charity Festival de Monaco. Oui, d'accord. Et ce jour-là même, elle prenait l'avion pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais le lendemain, ce que j'ai publié sur mes réseaux sociaux, c'est mon prix de la NISA. Je n'ai pas publié le prix de Monaco. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Parce que pour moi, pour moi, ivoirien. Non, c'est pas seulement ivoirien, mais il faut pas être africain que dans la bouche. Il faut l'être dans le comportement. Il faut l'être dans le sang. Mon prix de la NISA est posé pas dans mon bureau, mais dans mon salon. Donc, je le regarde et j'en suis fier. En tout cas, pour être panafricaniste, on peut vous l'accorder, hein, ça c'est sûr. Alors, on se tourne vers le NISA d'or. Déjà, que représente la NISA pour vous? Et surtout, c'est la fin du mandat. Comment ça se passe? Comment vous le sentez? Je suis un peu triste quand même, j'avoue. Parce qu'avec tous les avantages, là, franchement, ça donne envie de bosser, de bien bosser pour rester sur le trône. Parce que c'est vrai, on en rit, mais les avantages, ma connexion Internet, mais c'est Orange en passant. Je ne fais plus connexion Internet depuis un an. Bref, moi, je pense que l'ANI, ça doit pouvoir devenir peut-être la FISA, Festival international du 7e art africain. Il faut aller au-delà de nos frontières. Parce que j'ai l'impression même qu'on apprécie pas très bien même la portée même de cette NISA, de ce festival qui, de mémoire, même s'il y a des frères qui existent, qui font de leur mieux, mais je pense que la NISA, tout de suite, en quelques années, c'est imposé. C'est imposé. Il est important même que nos décideurs puissent même l'inscrire même dans le budget de l'État. Ça se fait au Burkina où les sous décaissés pour le FESPACO ne viennent pas de la poche d'un privé. Mais il faut que ça soit inscrit dans le budget de l'État. C'est important parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'on met à l'honneur. Je ne veux pas revenir encore sur l'histoire, mais je peux juste bénir le nom de Dieu pour ce festival-là qui, au-delà même d'honorer les acteurs de l'écosystème, donne de l'espoir quelque part à d'autres personnes. Et moi, ça m'a permis d'avoir de l'espoir. Et je vais me battre encore pour revenir. Si je ne suis pas là à la prochaine édition, je vais toujours me battre pour être là. Je n'ai même plus... Avant, tu travaillais pour dire non, je vais aller gagner Carniel. C'est bien. Mais moi, je vais gagner Nissa. Je veux gagner Nissa. Je veux que l'Ivoirien me dise, je vais gagner le Nissa d'or, le prochain Nissa d'or. Donc, c'est important. Merci à la NISA, merci à tous les partenaires, surtout à Live TV, et voilà quoi. Merci à vous en tout cas d'être venus sur ce plateau, merci à vous qui nous suivez. Alors on se donne rendez-vous du 10 au 18 novembre, ce sont les dates de la NISA. Et puis n'oubliez pas bien sûr de liker la page NISA officielle et de regarder les vidéos pourquoi pas. Merci, à très bientôt.